Donc, l'enregistrement a démarré. Bon, eh bien, bonjour à tous. Et puis, bah, merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire dédié à la réglementation. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet. C'est le règlement sécurité incendie dans les ERP. Donc, c'est un sujet. Ah, ok. C'est un sujet qui est relativement nouveau, hein, puisque les textes sont parus cet été et puis les derniers en septembre. Donc, l'objectif de cette présentation, ça va être de rappeler un petit peu le cadre d'application du règlement sécurité incendie dans les ERP, les différentes dates d'application. Et puis après, bah, on parcourra ce règlement pour s'attarder aux points essentiels, les points et les articles qui vont bien entendu concerner principalement nos équipements. Alors, pour le bon déroulé de la présentation, peut-être qu'on peut couper les micros, je ne sais pas si c'est fait. Si, ça semble fait. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Gaëtan, normalement, devrait nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là, bonjour. Ouais. Bonjour Gaëtan. Bah, comme ça, si tu peux, à la fin peut-être de chaque partie, on reviendra sur les questions, puis on les regardera ensemble. D'accord. Ok, bon, eh ben, c'est parti. Alors, je remets ma présentation. Hop. Alors, comme je le disais, on va tout d'abord faire quelques rappels au niveau des règlements sécurité incendie dans les ERP. Alors aujourd'hui, il existe différentes typologies de bâtiments, hein. On a des bâtiments résidentiels, des bâtiments qui sont dits ERT, donc qui reçoivent des travailleurs. C'est par exemple des bureaux. Des bâtiments IGH, hein, ce sont des immeubles grande hauteur qui peuvent être utilisés soit pour des logements, soit pour des bureaux. Et puis, on a les établissements recevant du public, donc les ERP. Les ERP vont être classés en différentes catégories en fonction de leur capacité d'accueil. Donc, on va retrouver des ERP de catégorie 5, hein. Ce sont les plus petits ERP et ça représente la majorité des bâtiments classés ERP qui existent sur le marché. Et les autres bâtiments de plus grande capacité qui sont des bâtiments qui appartiennent aux catégories 1 à 4. Et le règlement sécurité incendie contient différents types d'articles. Il y a des articles PE, donc qui vont concerner la 5e catégorie. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est juste un rappel. Et des articles CH qui vont concerner les ERP catégorie INA4. Donc, pour rappel, un règlement, c'est d'application obligatoire, tandis que, par exemple, la norme EN 378, une norme est toujours d'application volontaire. Donc, elle devient obligatoire à partir du moment où un maître d'ouvrage ou autrement un bureau d'études l'a inscrit dans un cahier des charges. Et du coup, elle se cumule avec le règlement ERP, si toutefois elle était indiquée dans un cahier des charges. Donc, voilà ce qui concerne le rappel pour le cadre d'application. On a parlé de différentes catégories de RP. Alors j'aime bien remettre ce tableau parce qu'il permet de donner des ordres de grandeur. Quand on parle de catégories de RP de 5e catégorie, donc les 5e catégories, si on prend un exemple pour un magasin de vente, eh bien sur l'ensemble des niveaux, la 5e catégorie, ça serait un commerce qui recevrait moins de 200 personnes. Donc, on est déjà sur quelque chose d'assez grand. En ce qui concerne les hôtels et les pensions, une 5e catégorie, c'est un hôtel qui accueillerait moins de 100 clients. Donc, toutes ces informations, ce tableau vous permet d'avoir des ordres de grandeur à titre indicatif. Néanmoins, pour avoir une information qui est fiable, il faut absolument revenir sur un permis de construire ou sur une demande de travaux, puisque ce sont des éléments qui doivent y figurer.
Alors, c'est important de connaître la catégorie d'ERP à laquelle est soumis le bâtiment pour lequel vous répondez d'un point de vue projet, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la catégorie, on est soumis à différents articles. Sur les ERP de catégorie INA4, on va revenir sur des articles qui vont concerner directement nos produits, qui sont les articles CH35, donc qui concernent tous les équipements thermodynamiques qui contiennent du fluide frigorigène. On va revenir sur l'article CH36 qui concerne les gainables gainés et qui sont assimilés à des centrales de traitement d'air, et également l'article CH58, puisque dedans, on va retrouver tout ce qui va être inspection des mesures de sécurité qui sont liées au caractère inflammable de certains fluides qu'on embarquerait dans les équipements. En ce qui concerne les petits ERP catégorie 5, je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait, il n'y a qu'un article qui nous concerne, c'est le PE22. Il n'y a rien de nouveau. Ça concerne la protection thermique des ventilateurs. Mais gardez bien en mémoire que les ERP de 5e catégorie, c'est 80% du marché en termes de quantité. Alors, qu'en est-il des nouveaux textes et des dates d'application? Donc, comme je vous le disais, cet été, il y a eu 3 textes de parus. Un premier arrêté le 29 juillet 2025, un deuxième arrêté le 1er septembre 2025, qui a été complété par une note d'information du ministère, particulièrement dédiée au CH35 et qui a été publié le 17 septembre 2025. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour savoir quel règlement on doit appliquer. Est-ce que ce sont les anciens? Est-ce que ce sont les nouveaux? Ce qui fait foi, c'est soit une date de permis de construire quand il s'agit d'un projet neuf, soit une date d'autorisation de travaux. Dans les ERP, à chaque fois qu'il y a des travaux de réaliser, on doit faire une demande d'autorisation de création, d'aménagement ou de modification de ERP, ça s'appelle un DACAM. Et c'est soumis à un numéro de CERFA. Donc, il faut absolument l'avoir pour être en capacité de se dire est-ce que j'applique l'ancien règlement ou est-ce que j'applique le nouveau règlement. En ce qui concerne les autorisations de travaux ou les permis de construire qui seraient antérieurs au 1er août 2025, c'est les anciens textes qui s'appliquent. Autorisation de travaux ou permis de construire qui ont été accordés après le 10 septembre 2025, ce sont les nouveaux textes qui s'appliquent. Et entre le 1er août et le 9 septembre, c'est uniquement le texte qui concerne, nous sommes concernés uniquement par le nouveau CH36. On va être concerné, ce qui rentre en application, ça va être le texte du 29 juillet 2025, qui englobe finalement tous les articles CH et PE, sauf le CH35. Donc nous, en ce qui concerne nos équipements, c'est principalement le CH36 qui s'applique. Donc on a bien 3 périodes à garder en mémoire. Est-ce que je fais juste une petite pause ici parce que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que j'ai été claire et est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Mais c'est un point essentiel. Il n'y a pas de questions particulières. Non, pas de questions a priori. Eh bien alors, on poursuit. Alors, première partie, nouvelles exigences sur le CH36. Alors, un petit rappel, l'article CH36 va traiter des centrales de traitement d'air ou des gainables qui sont gainés. Donc, un gainable est gainé à partir du moment où il est raccordé à un réseau de gaines.
Alors que ce soit un réseau de gaine reprise ou un réseau de gaine soufflage, dès qu'il y a de la gaine, le gainable est considéré comme gainé, donc il tombe dans le champ d'application du CH36. Les seules possibilités qu'on a pour pas avoir à se référer au CH36, c'est de faire de la reprise du soufflage en vrac ou autrement une utilisation d'une manchette souple qui n'est pas considérée comme un réseau de gaine. Petit rappel aussi important, l'article CH36 qui traite des gainables ne fait pas la différence en termes de fluide caloporteur utilisé. Donc, que le gainable soit un ventilo-convecteur et utilise de l'eau, ou que le gainable soit un gainable dans lequel circule du fluide frigorigène, que ce soit du 410, du R32, voire autre, à partir du moment où ils sont gainés, ils sont soumis au CH36. Dans ce nouveau texte, qui va concerner les ERP de catégorie 1 à 4, globalement, on a plutôt un assouplissement pour tous les gainables qui ne vont traiter qu'une seule pièce. C'est l'esprit général de l'évolution de l'article CH36 qu'il faut retenir. On a deux règles d'atténuation. Une première règle d'atténuation, donc ça veut dire d'assouplissement de l'article, quand on a des gainables qui ne desservent qu'une seule pièce et que cette pièce a une surface inférieure à 300 mètres carrés, on peut utiliser n'importe quel type de gainable, peu importe les types d'isolants intérieurs ou extérieurs. Donc ça, c'est un premier assouplissement par rapport au règlement précédent. Donc un type d'application courant, c'est finalement un gainable que l'on va utiliser dans une chambre d'hôtel, qui pourrait être mis dans le plénum de la chambre et qui ne va desservir qu'une seule pièce, que la chambre qui elle-même ferait moins de 300 mètres carrés. Un autre type d'application, peut-être que vous rencontrez, c'est un petit magasin qui serait dans un centre commercial avec un gainable qui serait dans le local réserve et qui ne desservirait que la surface de vente, qui elle-même ferait moins de 300 mètres carrés. Alors, dans ce cas particulier, vous pouvez mettre tous les gainables Mitsubishi électriques qui sont dans le catalogue sans avoir à vous poser de questions sur la qualité des isolants. Deuxième cas de figure qui est une nouvelle règle d'atténuation. Il s'agit d'un gainable qui, là encore, ne va traiter qu'un seul local. Un local qui, là, ferait plus de 300 mètres carrés. Mais il faut que ce gainable soit du coup installé dans la pièce qu'il traite. Si ce gainable est installé dans le local qu'il traite, alors le nouveau texte exige un isolant thermique de qualité M1 qui peut être soit dans la veine d'air, soit à l'extérieur du gainable. Donc, notre réponse ou nos produits qui permettent de répondre à ce genre d'application, c'est l'ensemble de nos gainables qui sont en standard dans le catalogue, qui sont repérés comme ayant une isolation M1, M1. Donc, je vous ai indiqué les références dessous. On retrouve les PFI, les PFIM, les PFIMS. Et au niveau du HBRFY, on a aussi le PFIW, qui sont des modèles qui peuvent répondre à ce genre d'application. Donc, un exemple d'utilisation de cette seconde règle d'atténuation, ça peut être une grande surface de vente. On a une grande surface de vente supérieure à 300 mètres carrés et les gainables ne sont pas dans des locaux techniques, mais ils sont vraiment dans cette surface de vente qu'ils traitent. Alors, du coup, on utilise des gainables M1, M1 qui sont au catalogue. Lorsque l'on sort de ces cas de figure qui correspondent en fait
à l'utilisation d'un gainable pour traiter qu'un seul local, on arrive dans le cadre général de la réglementation CH36. Et là, du coup, on va voir des différences par rapport au texte d'avant. Tout d'abord, lorsque nos gainables ont des roues de ventilateur en plastique, celles-ci sont maintenant autorisées, clairement, dans le texte. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'il doit y avoir un détecteur de fumée d'intégrer dans la centrale ou dans le gainable ou dans le conduit de soufflage. Et ce détecteur de fumée doit arrêter le ventilateur s'il est enclenché. Deuxième changement par rapport au texte d'avant, les isolants ne sont pas considérés comme une paroi, mais c'est un revêtement intérieur ou un revêtement extérieur. Donc, lorsqu'il s'agit d'un isolant qui est un revêtement intérieur, ce revêtement intérieur est forcément de catégorie M1 et il a forcément comme fonction une correction acoustique. Ce qui veut dire que si on utilise un isolant pour faire une correction thermique, cet isolant sera forcément extérieur et le règlement impose une qualité M1. Donc aujourd'hui, pour traiter des cas de figure qui ne correspondraient pas aux atténuations, donc on prend l'exemple d'un appart-hôtel, par exemple, où on mettrait un gainable qui permettrait d'aller traiter plusieurs pièces, le salon, les chambres, avec un système de zoning. Donc on est vraiment dans ce cas de figure standard. Il faudra mettre un détecteur de fumée et choisir dans nos catalogues produits des gainables qui ont des isolants M1, M1. Donc on retrouve les mêmes références produits que dans ma page précédente. Et quand on est dans des locaux de sommeil, il y a des exigences supplémentaires que je ne traite pas ici à respecter, notamment au niveau du CH38 avec des qualités de filtre, de clapet coupe-feu et de prise de pression. Alors, si j'essaye de résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? La première question à se poser quand on a des gainables qui sont installés dans un ERP de catégorie NA4, c'est mon gainable, combien de pièces dessert-il? Si mon gainable ne dessert qu'une seule pièce, je vais regarder ma surface traitée. Si ma surface traitée est inférieure à 300 mètres carrés, alors je ne me pose pas de questions. Si ma surface traitée est supérieure à 300 mètres carrés, si je mets le gainable dans la pièce que je traite, alors il faut que j'aille choisir dans le catalogue Mitsubishi électrique des gainables M1 M1. Si mon gainable n'est pas dans la pièce qui est traitée, si cette pièce fait plus de 300 mètres carrés, on est dans le même cas que si mon gainable desservait plusieurs pièces. Alors, il va falloir que je choisisse dans le catalogue Mitsubishi électrique des gainables M1 M1, mais il va falloir que je rajoute un détecteur de fumée à partir du moment où les roues de mes ventilateurs seraient en plastique et que j'asservisse ce détecteur à l'arrêt du ventilateur s'il se déclenche. Voilà en ce qui concerne le CH36. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut faire une petite pause. Gaëtan, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions dans le chat. Enfin, je ne suis Pas de pas Gaëtan. questions? Bon, non, bah écoute, c'est parfait si tu me réponds. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais poursuivre avec deux questions que j'ai souvent et du coup, je les ai traitées sous forme de FAQ, je voulais vous les partager. Avant, enfin ou jusqu'à présent, on avait des gainables qu'on faisait réisoler M0, M1. Donc M0, isolation intérieure, M1, isolation extérieure. Et j'ai souvent cette question, bah, du coup, le gainable M0, M1, est-ce que je peux continuer à le vendre
dans une surface qui ferait plus de 300 mètres carrés. Donc là, il faut faire attention, puisque vous avez vu que dans ce nouveau règlement, on parle au-delà de l'isolant de qualité, enfin de résistance au feu M0, M1, on parle également de l'usage de cet isolant. Est-ce que cet isolant a une fonction acoustique? Est-ce que cet isolant a une fonction thermique? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les isolants que nous utilisons pour faire réisoler nos gainables jusqu'à aujourd'hui sont de qualité thermique. Donc, ce qui veut dire que si dans votre projet, vous êtes soumis au nouveau règlement, si le gainable, il est localisé dans l'espace traité, bah, il n'y a pas de souci. Il répondra aussi bien aux anciennes exigences, puisqu'il était là pour ça, qu'aux nouvelles, puisqu'on autorise, lorsque le gainable est localisé dans l'espace traité, un isolant thermique en contact avec la veine d'air est de qualité M1. Donc là, il est encore meilleur, il est de qualité M0. Par contre, si ce gainable, on le met dans un espace technique, comme dans certains magasins, hein, en dehors de l'espace traité, alors là, du coup, il ne répond plus aux nouvelles exigences du CH36, puisque les nouvelles exigences du CH36 exigent que l'isolant thermique ne soit pas dans la veine d'air. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran, puisqu'en fait, quand on fait un ERP et que les bureaux de contrôle veulent contrôler la bonne application du CH36, ils vont nous demander les PV au feu. Et vous voyez que dans les PV au feu, l'usage de la mousse est indiqué ici. Donc ça, c'est un exemple où vous voyez que effectivement, l'utilisation de la mousse, c'est pour une isolation thermique. Et deuxième question, on est dans le cas d'application d'un gainable qui desservirait plusieurs pièces, où il faut qu'un détecteur de fumée soit connecté pour arrêter le ventilateur en cas de déclenchement. Donc là, il faut utiliser un pack S55 et le connecter sur un connecteur CN32 pour que, s'il se déclenche, il arrête le motoventilateur de l'unité intérieure. Donc voilà les deux petites questions que je voulais vous partager sur le CH36 et j'en ai terminé pour ce premier article. Alors, effectivement, quelqu'un chez Doublé, je ne sais pas si c'est Adrien, Antoine, Stéphane, qui s'était inscrit au webinaire, il demandait s'il était possible d'avoir le document en PDF. Et donc, je pense qu'on peut le partager, Marie? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ok. Et Sylvain demandait, dans le cas où le bâtiment a une détection incendie avec coupure de courant automatique, l'asservissement est-il obligatoire? Moi, je pense que c'est deux choses en fait qui se cumulent, puisque là, c'est propre en fait à un équipement. Donc, je dirais que je pense que ça se cumule en fait. Voilà, je pense que il faut couper notre gainable. Euh, c'est deux choses indépendantes et complémentaires. En tout cas, c'est comme ça que je le lis pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? Je vais prendre la parole, je suis désolé, j'essaie d'envoyer un message pour poser une question, mais j'y arrive pas, donc on va faire ça. Ah, Philippe. Ouais, bonjour Philippe. Oui, bah, très bien, c'est bien de prendre la parole. Ce sera plus Désolé. vivant en plus. Non, avec plaisir.
Ma question, c'est, alors je l'ai tapé, est-ce que quand on parle de pièces séparées, est-ce qu'elle doit être nécessairement coupe-feu? Et je vais préciser, par exemple, quand on a une chambre d'hôtel et qu'on a le guénap dans le faux plafond de la salle de bain, on est dans une pièce séparée, mais par une porte qui n'est pas coupe-feu, ou dans un appart-hôtel entre la partie chambre et la partie, on va dire, cuisine. Souvent d'ailleurs, c'est ouvert, où il y a éventuellement une cloison avec une porte simple. Est-ce qu'on doit considérer une partie séparée quand elle est coupe-feu par rapport à la pièce principale, ou une salle de bain avec le guénap dans son faux plafond par rapport à la chambre, est-il déjà une pièce séparée et donc nécessiter détecteur de fumée et tutti quanti? Alors, si je vais pas l'aborder comme ça. Si je reprends mon texte, tac. Dans les cas que vous citez, je dirais que vous mettez le gainable dans la salle de bain, si on reprend votre exemple, mais par contre, ce gainable, il va servir à traiter quoi? Il va servir à traiter la chambre. Alors Donc, oui, donc s'il ne sert on qu'à est dans un cas traiter, qui est inférieur à 300 mètres carrés, c'est ça? voilà, mais c'est Ouais. surtout Alors, que c'est la je notion de je reprends desservir. mon exemple. Je fais une C'est la surface notion de commerciale. desservir pour moi qui est Je suis important. supérieur à 300 mètres carrés, je fais une Ouais. surface commerciale, je suis supérieur à 300 mètres carrés, et je me mets dans le faux plafond alors, de la réserve, elle est supposément coupe-feu, mais je me mets dans le faux plafond d'un local, par exemple le bureau du responsable du magasin, qui n'est pas coupe-feu par rapport à la surface de vente, mais je me mets dans le faux plafond du bureau du directeur du magasin, et je vais souffler dans mon magasin. Donc, je n'ai pas de coupe-feu à respecter entre ce bureau et la surface commerciale. Et donc, est-ce que le fait que je sois dans une pièce qui est à côté, mais qui n'a pas de degré coupe-feu par rapport à la pièce principale, est-ce que je suis assujetti euh, à d'émettre des détecteurs de fumée voilà. Bah, pour moi, oui, parce qu'en fait, euh, ici, vous voyez, en fait, il y a le local où il est installé. Donc, on parle bien de l'installation du gainable. Donc, si votre gainable n'est pas installé dans la pièce qu'il dessert, du coup, vous n'êtes plus dans ce cas d'atténuation. Vous arrivez là-dedans, et donc là-dedans, vous avez bien effectivement un détecteur de fumée à mettre. C'est compris. Par Merci. contre, sur le 3, quand on est dans une plus petite pièce, il n'y a pas cette notion de est localisé dans l'espace qu'il traite. Il y a juste la notion de desservir. Donc, le gainable peut être à l'extérieur de la pièce traitée, puisqu'on ne prend en considération que ce qu'il dessert, donc que ce qu'il traite, et il ne doit traiter qu'une seule pièce. Est-ce que ma réponse est à peu près Oui, claire? la réponse est pertinente et elle me va très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, on va poursuivre. Gaëtan, tu veux faire peut-être apporter quelques précisions ou pas et on poursuit. Juste un commentaire pour dire que malgré la complexité apparente du sujet, on est quand même allé vers de la simplification dans beaucoup de cas de figure. Je pense que c'est le message clé à faire passer. Tu as raison et merci de le rappeler. Alors, je poursuis. CH35. Alors, un rappel en ce qui concerne les équipements qui sont concernés par l'article CH35. L'article CH35 va traiter de toutes les installations qui utilisent du fluide frigorigène, donc tous les systèmes thermodynamiques, à partir du moment où ils servent à apporter du confort, donc du chauffage, de la clim, de la production d'eau chaude sanitaire, puisqu'on voit bien que les installations de froid ne sont pas concernées. Mais il va traiter de tous les équipements thermodynamiques. Ça veut dire qu'il traite aussi bien des équipements qui intégreraient des fluides non inflammables, comme le 410, comme des fluides inflammables, le R32, voire le 290 ou autre. L'article CH35 va clarifier un certain nombre de points qui étaient sujets à interprétation dans le précédent. Va apporter énormément d'assouplissement en termes de zones d'exclusion,
à partir du moment où on utilise des fluides frigorigènes dans les équipements qui sont de type inflammable et va revenir sur quelque chose qui avait disparu, qui est la limite de charge, les charges maximum autorisées. Donc, on va revoir ces 3 points-là, qui sont les points majeurs du CH35. Premier point, raccordement frigorifique. Donc, pour les fluides frigorigènes qui sont dans ces équipements, qui sont de type inflammable, eh bien, ce que le nouveau texte CH35 indique, c'est que sur le réseau frigorifique, on ne doit utiliser que des raccords brasés ou soudés. Les raccords autres, donc brasure ou soudure, vont être autorisés uniquement pour raccorder les unités au réseau. Donc, on entend par là unité intérieure, groupe extérieur, voire par exemple, nous on a des packs MMK qui ont un certificat CE et qui sont des unités de détente, que l'on raccorde également à un réseau frigorifique pour pouvoir connecter nos unités intérieures depuis mi-résidentielles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, et là, ce sont des extraits de la note d'information du 17 septembre écrite par le ministère, qui cite en exemple des raccords Lockring. Des raccords Lockring ou autres sur un réseau frigorifique, ce n'est plus possible dans un ERP de catégorie NA4 et bien entendu uniquement dans le cas d'utilisation du R32, puisque cette exigence ne concerne que les fluides inflammables. Donc, si vous appliquez le nouveau texte dans le cadre d'un remplacement d'équipement de chauffage par un DRV au 410, ce que je vous dis n'est pas appliqué, puisque le 410 n'est pas un fluide inflammable. Donc, si on est dans le cas du fluide inflammable, on vient de voir réseau frigorifique, quand on a un HVRF, des boîtiers et qu'on est amené en fonction de la surface dans laquelle est localisé ce boîtier à mettre en œuvre des mesures de sécurité telles que des vannes d'isolement, comme les vannes sont situées sur le réseau frigorifique, ces vannes devront aussi être brasées ou soudées. Deuxième point, ça va être les distances de sécurité. Donc, on y était déjà habitué dans le précédent texte, hein. À partir du moment où les unités intérieures, voire les groupes extérieurs, ont des raccords qui sont ni brasés ni soudés et que le circuit frigorifique contient un fluide frigorigène inflammable, donc R32, R290 ou autre, il y a des zones d'exclusion à respecter, non pas autour des unités, mais bien autour des raccords. On avait souvent une question qui était, oui, mais en fait, est-ce qu'il y a des raccords aussi, enfin, est-ce qu'il y a des distances aussi à respecter entre les unités intérieures, puisque les unités intérieures ont des coffrets électriques, donc des zones, c'est des sources potentielles d'inflammation. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, hein, le texte précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux appareils électriques qui sont propres aux unités, y compris entre elles. Donc, à partir du moment où on a une unité qui a un certificat CE, qui englobe et qui intègre en fait un coffret électrique, on n'a pas à tenir compte de distance minimum entre ces unités. À droite, vous trouvez les distances, les rayons en fait d'exclusion autour du raccord. Ces rayons d'exclusion se calculent par rapport à des diamètres intérieurs de tuyauterie frigorifique liquide. Donc j'ai pris un exemple avec des épaisseurs de cuivre de 0,8 mm. Ce qui nous amène
pour une ligne liquide en diamètre 1/4 avec du R32, avec une zone d'exclusion de 0,25. Contrairement au texte d'avant où on avait une zone d'exclusion d'1 mètre. Donc, on a divisé par 4 les distances d'exclusion autour des raccords. Sur du 3,8, on est passé à 0,5. Sur du 1,5, on est passé à 1,5. Quand on a du 290, du coup, on retrouve plus ou moins les rayons d'exclusion que l'on avait dans le précédent texte autour du R32. La différence entre un fluide légèrement inflammable comme le R32 et un fluide inflammable comme le 290, c'est que autour du raccordement des groupes extérieurs qui ne seraient ni brasés ni soudés, on a également des rayons d'exclusion à respecter. Troisième point que j'ai annoncé tout à l'heure, le fameux calcul de... Marie, Oui. on a 2 questions dans le chat. On peut peut-être y répondre maintenant pour être Bien sûr. dans le sujet. Parce qu'après, on va plus savoir. Des raccords certi cuivre frigorifiques sont-ils considérés, sont considérés dans quelle famille? Alors, maintenant, comment dire? Les raccords certi, il y a 2 catégories. Première catégorie, c'est brasure et soudure. Et deuxième catégorie, c'est tous les autres raccords. Donc, raccord à sertir, c'est ni brasé ni soudé. Donc, comme c'est ni brasé ni soudé, c'est pas autorisé sur le raccord frigo, sur le réseau frigorifique si on utilise du fluide inflammable. Et il faut faire des zones d'exclusion si c'est utilisé au niveau des raccords, des unités intérieures ou des groupes. Est-ce que c'est clair, Florent? Sinon, tu prends ton micro Donc ça, pour demander un complément. c'est un changement par rapport au texte d'avant, puisque dans le texte d'avant, on avait dit que c'était considéré comme des raccords permanents en s'appuyant sur une interprétation des organismes de contrôle. Donc là, maintenant, c'est une modification dans le texte. Est-ce que c'est bon? A priori, c'est clair pour lui. On Ok. avait aussi une question d'Alexandre chez Muller qui disait donc pas de coupure de proximité possible. Point d'interrogation. Ah, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est une bonne question, ouais, parce que les coupures de proximité, on les met sur les unités intérieures. Euh, ça mesure combien une unité intérieure de type cassette? Parce que si la zone d'exclusion c'est 0,25, on peut peut-être la mettre de l'autre côté des raccords, en fait. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas si je réponds à la question. Je ne vois pas la personne qui m'a posé la question. Est-ce qu'elle peut prendre la parole? La coupure de proximité, bah non, pour moi, c'est bien un coup de poing, c'est bien de ça dont vous parlez. Si vous pouvez enlever votre Bonjour, micro, ça sera peut-être plus oui, simple. Bonjour. bonjour, vous m'entendez? Ouais, En Oui. fait, les coupures de proximité, sur certains sites, elles sont obligatoires sur les groupes extérieurs. Ah, Et donc, sur les groupes extérieurs. sur les D'accord. groupes extérieurs. Et quand je regarde le tableau, en fait, on voit que sur les groupes extérieurs, les importances des rayons d'exclusion sont quand même assez importantes. Surtout quand on voit, quand on est dans des diamètres intérieurs entre 8 et 20 mm, ce qui est souvent potentiellement le cas sur l'unité extérieure, on a 3 mètres, hein, si je comprends bien le tableau. Alors, faites attention, hein, parce que vous avez vu qu'on parle du 290. Du Oui, tout à fait. 290 en split, hein. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de splits au Alors, 290. ok, mais si on reprend par exemple le R32, 1,50 m, souvent les coupures de proximité, elles sont quand même mises à 50 cm des raccords phares, quoi.
Oui, mais là, vous me parlez des groupes extérieurs. Donc, sur les groupes extérieurs au R32, il n'y a pas de zone On n'est pas d'exclusion. concerné. OK. Et donc, mais on le sera sur Sur le 290, sur le 290, sur les groupes extérieurs, auquel cas on a c'est à ça. mettre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un endroit où mettre la coupure de prox et plus forcément sur la machine. Et certains sites sont des entrepôts pétroliers, pour ne citer que, par exemple. Chaque machine doit avoir sa coupure de proximité sur la machine et identifiée clairement. D'accord, mais bon, une machine en général, ça fait bien 1 mètre de large. Donc, c'est vrai qu'en général, on la met du côté du coffret électrique. Et ça veut dire que potentiellement, on peut la mettre sur la machine, mais de l'autre côté des raccords frigo. Alors de l'autre côté, C'est pas très pratique, mais ouais, je vois pas voilà, trop comment on va la mettre, ouais. mais oui, ok. Mais Bon, c'est la seule réponse. d'accord. Merci. Je vous en prie. On poursuit? Alors, Alors, attends, il y avait une autre question. Une oui. seconde. Alors, attends. C'est Ludovic. Ça fait partie de l'équipement électrique de l'unité, non? Même si c'est rajouté par l'installateur, ça ne concerne que l'unité en question? Ça fait partie. Le coup-point, non, il ne fait pas partie de l'unité puisque c'est quelque chose que vous rajoutez après. Donc, si c'est rajouté par l'installateur, ça ne fait pas partie de l'unité qui est livrée avec son propre CE. Donc, pour moi, ça ne fait pas partie de l'unité. Donc, c'est à considérer comme un organe électrique qu'on rajouterait et qui est potentiellement source d'inflammation. C'est OK, Ludovic? Je te laisse poursuivre, Marie. On poursuit? Oui. Alors, je crois qu'il me reste plus grand-chose maintenant. Alors, on en était au calcul de limite de charge. Donc, ce fameux calcul qui nous imposait des charges maximales dans l'installation, une installation avec des fluides inflammables, avait disparu au mois de juillet et est revenu maintenant dans ce nouvel article CH35. Donc, globalement, si je résume, est-ce que je dois effectuer un calcul de charge maximale dans tous mes systèmes thermodynamiques qui contiendraient du fluide inflammable? La réponse, elle est la suivante. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon produit est un système qui est hermétiquement scellé? Donc, globalement, c'est plutôt une technologie monobloc. Donc, sur un monobloc, on n'a pas de question à se poser, il n'y a pas de calcul de charge. Si on n'est pas sur un monobloc, on est forcément sur un système de type split. Donc, ensuite, la question à se poser, c'est l'équipement, en fait, donc, qui contient du fluide frigorigène. Donc, ça peut être une unité intérieure, ça peut être un boîtier HVRF. Cet équipement, est-ce qu'il est localisé dans les circulations ou dans des espaces autres que la salle des machines? Si c'est le cas, alors cet équipement doit, de par sa fabrication, inclure un système de détection plus des vannes d'isolement, plus un brassage forcé du volume de la pièce. Toutes ces mesures de sécurité doivent être embarquées d'usine et l'objectif, c'est de ne pas atteindre la limite d'inflammabilité. Donc, à partir du moment où on a tous ces organes qui sont intégrés d'usine, on n'a pas de calcul à faire. Par contre, si ces organes ne sont pas intégrés d'usine, le texte nous laisse une ouverture puisqu'il dit que si ces mesures, ces dispositifs de sécurité sont conformes à la norme EN 378, donc ça peut être le cas si par exemple les mesures de sécurité sont prescrites selon le N 378 dans un manuel d'installation ou un certificat CE, ou que dans un cahier des charges, un bureau d'études indique que
on doit respecter le N378. Alors, dans ce cas-là, en fait, on n'a pas non plus de calcul de charge à faire. Par contre, dans les autres cas de figure, c'est-à-dire qu'on aurait par exemple un groupe qui serait dans une salle des machines, on a une obligation d'équiper cette salle de machines d'un certain nombre de mesures de sécurité qui elles-mêmes doivent être conformes à l'EN 378 pour ne pas avoir de calcul de charge à faire. Donc, ce qu'on voit, c'est que au niveau du CH35, c'est soit on a un système qui embarque d'usine des organes de sécurité qui sont imposés dans cet article CH35, soit le texte nous ouvre la possibilité pour être conforme au CH35 en respectant le N378. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir du CH35. Donc, si on essaye de l'appliquer par exemple, à notre technologie HVRF au R32, est-ce qu'on a vraiment un calcul de charge à faire avec le HVRF au R32? Comme vous le savez, nos boîtiers principaux, puisque les boîtiers secondaires, il n'y a que de l'eau, les boîtiers principaux, donc dans lesquels il va y avoir effectivement du fluide frigorigène, ça n'inclut pas de dispositifs de sécurité qui sont demandés par le CH35. Par contre, si vous êtes amené à en mettre de par le volume dans lequel est implanté le boîtier, il faudra respecter la mise en œuvre de ces mesures de sécurité selon le N378. Et là, du coup, on satisfera aux exigences du CH35 et on n'aura pas de calcul de charge à faire. D'accord? Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans le cas, par exemple, d'un hôtel avec un HVRF OR32, un boîtier HVRF qui serait, par exemple, dans une lingerie et que le volume de cette lingerie nécessiterait la mise en œuvre de mesures de sécurité, eh bien, si on choisit les vannes de cloisonnement, elles seront forcément en dehors de cet espace occupé. Donc, de cet espace de lingerie, si on considère que la lingerie est un espace occupé parce qu'il y a des personnes qui y passent suffisamment de temps, c'est le sens de l'EN 378, donc par exemple, on repasse, etc. Donc, elles seront en dehors de cet espace-là. Et si en deuxième mesure de sécurité, on choisit l'alarme sonore et visuelle, ce que demande l'AEN 378, c'est qu'il y ait une alimentation qui soit indépendante. Alors, si ce même boîtier, c'est un cas qu'on rencontre assez souvent, il était mis par exemple dans un couloir, eh bien, on pourrait très bien garder les vannes de cloisonnement dans le couloir, puisque ce que dit le N378 en termes de définition de l'espace occupé, elle n'est pas très claire, mais c'est un espace qui est occupé suffisamment longtemps. Or, un couloir est un lieu de passage. C'est un espace de circulation. Donc voilà un petit cas d'application concrète que je voulais vous partager pour terminer ce petit point rapide sur le CH35. S'il n'y a pas de questions particulières, je vais terminer sur le CH58 qui va traiter plutôt de l'aspect maintenance. Ce que dit le S'il y a CH58. une question in extremis, les toilettes sont considérées comme passages, comme des passages? C'est à vous de voir. Est-ce qu'on y reste suffisamment longtemps? C'est à celui qui va contrôler de définir si c'est un lieu de passage ou un lieu de résidence. Joker. Ok. Alors, go alors. Dernier point, le CH58, du coup. Le CH58 qui traite de la maintenance. Donc, il y a un petit changement en ce qui concerne les vérifications des organes de sécurité. Ce que le nouveau texte impose, hein, c'est que les dispositifs de sécurité soient vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans. Donc, c'est beaucoup plus exigeant.
que dans le texte d'avant, où on demandait une vérification de 20% par an. Donc, une vérification de leur totalité tous les 5 ans. Donc là, ça se raccourcit. Donc, pour ceux qui sont adeptes du HBRF, c'est un très bon argument, puisque quand on est en détente directe, on a beaucoup d'organes de sécurité au niveau de toutes nos unités terminales, alors que dans un HBRF, finalement, les seuls qu'on a à embarquer sont au niveau des boîtiers. Donc, c'est un petit point important à garder en mémoire. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, bah écoutez, je pense qu'on est dans les temps. Non, pas de questions Pas de particulières. Gaëtan, est-ce que questions. tu veux peut-être Non, rajouter des choses, des commentaires par rapport aux produits? non, Ou- Gaëtan a dû partir. Gaëtan est parti? Ok. Bon, Et Marie, écoutez, s'il n'y a pas de attends, excuse-moi, c'est Ah, Sébastien. Bonjour oui, Marie. bonjour. bonjour. Bonjour, Sébastien. Quand tu mets deux boîtiers HVRF dans une circulation, deux boîtiers HVRF provenant de deux systèmes frigorifiques différents, pour le calcul de la concentration, tu cumules les quantités de gaz ou tu ne prends que la plus défavorable? Non, ils peuvent. En fait, le N378 considère que les systèmes, ils peuvent jamais fuir ensemble. Donc, il faut prendre que le plus défavorable. Ok, merci. Des commentaires ou Écoutez, d'autres ouais. questions? Apparemment non. Ah, ah, ah. Si les taux, si les taux de concentration sont toujours identiques sur le R32. Toujours identique à Euh, quoi? ouais, Sylvain, tu peux Tu peux peut-être prendre la ouvrir ton parole? micro et préciser ta question, s'il te plaît? Oui, bonjour. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de modification de quantité par rapport au volume du fluide par mètre cube dans le calcul de la concentration? Dans le calcul du CH35? Ouais, enfin de l'EN378, en l'occurrence la concentration. D'accord. On sort du CH35 et on va dans le N378? Non, pour l'instant, le N378 est en cours de révision, donc il n'y a aucun changement par rapport à ce que vous connaissez. Ouais. Ok, merci. Après. Merci, Sylvain. D'autres questions? Tout est clair? Steve, Joséphine. Ah, si tout est clair, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Marie. Bah, Merci merci à pour vous. tous ces éclairages, toujours intéressants. Ça permet d'y voir plus clair. Merci à tous, bonne fin Merci de à journée tous. et bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok.